La façon dont nous écrivons sur l'ordinateur aujourd'hui reste l'héritière des premiers pas de l'imprimerie typographique en Europe. Celle-ci s'implante en France à peine 20 ans après l'invention de l'imprimerie par Gutenberg à Mayence. Mais même avant cela, une autre innovation conditionne le développement de l'impression typographique. C'est la diffusion d'un support que nous utilisons aussi, encore de nos jours, le papier. D'où vient le papier ? Comment s'implante-t-il en Europe ? C'est à ces questions que nous allons essayer de répondre. Le mot papier apparaît en Italie au XIIIe siècle. Il provient du nom latin papyrium, adaptation du nom grec du papyrus. Les Européens ont donc nommé le papier par assimilation à un support qu'ils connaissaient. Pourtant, le support qui précède immédiatement le papier en Europe n'est pas le papyrus, mais le parchemin. Papier, parchemin et papyrus sont des supports d'écriture qui interviennent à des moments différents de l'histoire de l'écrit. Leurs origines diffèrent également. Le papyrus provient d'Égypte, le papier de Chine via les Arabes, le mot parchemin est quant à lui dérivé de l'adjectif latin pergamina, qui renvoie à la ville de Pergame, située en Asie mineure, actuelle Turquie, connue pour avoir inventé la préparation des pots pour l'écriture. Dernière différence, et non des moindres, leur matériau de fabrication. Le parchemin, contrairement aux deux autres supports, n'est pas d'origine végétale, mais animale. Si les mots, comme on le voit, sont liés dans leur histoire, et si les techniques se transmettent dans le temps, d'un support à l'autre, ces inventions diffèrent donc à la fois dans leurs matériaux et leurs techniques de préparation. Le papier a succédé au parchemin à partir du XIVe siècle en Europe. D'où vient-il et comment se fabrique-t-il ? Le papier est issu de l'adaptation du savoir-faire des Chinois qui ont inventé cette technologie au IIe siècle, avant notre ère, et l'ont développée à partir du IVe siècle. Ce secret de fabrication, transmis par des prisonniers chinois aux Arabes au 8e siècle, se diffusera depuis la ville de Samarcande vers l'Europe au XIIIe. C'est autour de Fabriano, une petite ville italienne, qu'apparaîtront les premières papeteries d'Europe. Le parchemin et le papier coexistent donc au XIVe siècle. Avant cette date, les manuscrits étaient écrits sur des pots de parchemin. Les deux techniques vont coexister jusqu'au XVe. On peut voir, à ce titre, dans l'illustration suivante, un témoignage intéressant de cette transition. Il s'agit d'un extrait d'un ouvrage datant du XIVe siècle intitulé « La Cronaca Villola ». Le livre avait été commandité par un marchand de parchemin à Bologne. Il a été manuscrit et enluminé sur papier. Il faisait la chronique des événements de la ville. Sur cette image, on voit le marchand dans son atelier en train de rogner des pages, tandis que son assistant récupère un parchemin en effaçant le texte à la pierre ponce. Les étagères de la boutique portent, on le voit, au-dessus de leur tête, des rouleaux de peau, mais aussi des paquets de papier. Si le papier met du temps à s'imposer face au parchemin, c'est surtout parce qu'il n'est pas considéré assez solide pour servir pour les documents officiels. Il est aussi plus poreux à l'encre, donc moins approprié au pigment des enlumineurs. Pourtant, à la fin du XIVe siècle, le papier entre dans les usages. Il se diffuse en Europe à partir de l'Italie. Le premier moulin à papier en France connu date de 1330. En Allemagne, c'est un marchand de Nuremberg qui ouvre en 1390 la première papeterie en faisant venir 2 papetiers d'Italie. Sur cette gravure sur bois, on voit représenter en bas à droite la papeterie de Nuremberg en 1493. Elle est située à l'extérieur de la ville à cause des odeurs et du bruit. Elle est aussi à côté d'un cours d'eau car, comme on le verra, la fabrication du papier nécessite de l'eau et de grande qualité. Ainsi, le papier s'implante progressivement en Europe, notamment en France. Au début du XVe siècle, la France compte déjà une quinzaine de papeteries. À la fin du siècle, elle va devenir exportatrice et sera au XVIIe un des plus gros producteurs d'Europe. Nous avons ainsi éclairé les conditions d'apparition du papier en Europe. Mais comment concrètement se fabrique le papier ? Les Arabes avaient déjà adapté la technique apprise des Chinois, notamment
en changeant la matière première. Au lieu d'utiliser des plantes, comme par exemple le mûrier ou le bambou, ils recyclaient des vieux chiffons pour produire la pâte à papier. Ce sont les chiffonniers qui se chargeront en Europe de récupérer les vieux chiffons de lin ou de chanvre qu'ils revendront au moulin. Les papetiers de Fabriano effectuent quant à eux d'autres modifications sur la technologie apprise des Arabes. Ils remplacent d'abord la meule avec laquelle les Arabes broyaient la pâte manuellement à l'aide d'un pilon par un système de maillet actionné par la force de l'eau. Ils inventent aussi, à la fin du XIIIe siècle, le procédé du filigrane pour indiquer la provenance de chaque papier. Enfin, ils utilisent des colles animales au lieu de colles végétales. Quelles sont les différentes étapes de fabrication à cette époque ? Le vieux chiffon est d'abord trié. Il est prédécoupé en bandelettes. C'est ce qu'on appelle le délissage. Vient ensuite le pourrissage. La chiffe est placée dans des caves où elle fermente, après quoi elle sera déchirée en petits morceaux. Cette matière est alors versée dans les récipients du moulin, qu'on appelle les piles. La roue du moulin vient actionner les maillets en les soulevant. Ceux-ci retombent à intervalles réguliers dans les piles sur la chiffe. La chiffe est ainsi remuée, puis elle est ensuite transférée dans une eau de savon, dosée pour donner une pâte plus ou moins épaisse, ce qu'on appelle la pâte à papier. On comprend bien que la fabrication du papier nécessite de l'eau à la fois pour la force hydraulique, mais aussi pour servir de composant à la pâte. C'est donc là qu'on plonge la forme, qui est un châssis de bois garni d'un treillis qui filtre l'eau et ne retient que la pâte. La forme est agitée pour que cette pâte soit également répartie. La feuille est alors retirée de la forme et étalée sur un feutre destiné à boire l'eau. Feuilles et feutres sont ensuite mis sous presse pour évacuer l'eau du papier. Puis les feuilles sont mises à sécher à l'air libre. Il reste encore à les enduire d'une colle gélatineuse qui leur donne un aspect lisse. Puis les feuilles sont finalement mises à sécher sur le grand étendoir. On procède alors au satinage, au lissage, à l'aide d'un silex, après quoi le papier peut être livré à la consommation. On trouve ici, emprunté à l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, le résumé des différentes opérations nécessaires à la fabrication du papier à ses origines. Il reste aujourd'hui très peu de moulins encore en fonctionnement en France. Le moulin du Verger, où travaille le maître d'art Jacques Bréjoux, en est un exemple, situé près d'Angoulême. On va maintenant le voir restituer quelques-unes de ces étapes de façon fidèle au geste des débuts du papier. Traditionnellement, on a toujours fait le papier avec du recyclage de linge. Le linge était en lin et en chanvre. C'était évidemment pas dans cet état-là quand ça arrivait à la papeterie. Les gens ne jetaient pas un tissu qui pouvait servir de torchon. Donc ce qu'on récupère, c'est ce qui est resté dans les armoires. Alors autrefois, une fois que c'était coupé, on le mettait à fermenter. Là, ça a fermenté pendant... ça fait bien 2 mois et demi, 3 mois. Je l'ai arrêté, la fermentation, je l'ai arrosé. On va affiner ça dans ce creux de pile. Et on rajoute de l'eau fraîche là. De mailler d'échiquette le chiffon qui a été fermenté. C'est-à-dire que là, je ne touche pas aux fibres. Bien, on va pouvoir vider, hein. Le travail qu'on fait là, c'est de séparer les fibres les unes des autres. Alors quand on les a bien dispersées dans l'eau, elles restent séparées. Mais dès qu'on égoutte, elles se rapprochent forcément. Et c'est ça qui fait la formation de la feuille. Un grammage, là va dépendre de 3 choses. La densité, la dilution donc. La hauteur
de la couverte et de mon geste. Il n'y a qu'en Occident qu'on utilise des intercalaires. L'intercalaire est un feutre, là. Que quand on met des feutres, on travaille vite, on en empile. Je descends tranquillement le grammage. Là, je suis en dessous de 60 grammes. Hein. Je suis à 50 grammes au mètre carré, là, à peu près 50-55 grammes. Alors que si je plonge complètement, je vais sortir 100 grammes. Cette forme-là, ce type de tamis, c'est ce qui caractérise le papier occidental. Il est fixé sur le châssis et cousu sur ces supports qu'on appelle les pontuseaux. Chaînette, vergure et les points de couture qui relient la chaînette au pontuseau, tout ça étant extrêmement serré. Un tamis comme ça était capable de faire un peu plus d'1 million de feuilles, à peu près. Le papier est ainsi adapté et implanté en Europe, devenant au XVe siècle un matériau courant comme véhicule du texte et de l'image, copié à la main. Au même moment, une technique de reproduction de l'image apparaît au nord de l'Europe. Il s'agit de la gravure sur bois dont la rencontre avec le papier va permettre l'émergence d'abord d'images multiples imprimées, puis d'images mêlées de textes qu'on appelle xylographes.